fait un truc qui m'a légèrement fâché. Ça, c'est l'option indispensable pour un maraîcher. Ça, c'est clairement mes courges préférées. J'ai inventé le terme philo. First in, last out. Inoxtag, il a monté l'Everest et moi j'ai monté mon tas de betteraves. Et salut à tous, c'est Clément, maraîcher du Nord. On se retrouve cette semaine pour une vidéo sur l'arrachage de betteraves. Alors peut-être la récolte de courges aussi, ça dépendra de la longueur de la vidéo. Mais en tout cas, on commence par l'arrachage de betteraves. Et pour arracher les betteraves, il faut d'abord les effeuiller, puisque plusieurs techniques possibles d'arrachage. On peut faire l'arrachage par préhension, comme avec les carottes. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on arrache avec l'arracheuse à pomme de terre. Franchement, ça fait une paire d'années que je fais comme ça et ça va super bien, ça va super vite. Donc du coup, je dois commencer par effeuiller. Donc voilà la parcelle de betterave qui est pas super propre. Il y a un peu de kénopode, alors ça dépend des endroits. Au milieu, tu vois, là c'est propre, et au bout là-bas un peu de kénopode. Et là ici, tu vois, cette ligne ici. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu passer à la main dedans, mais bon, ça, voilà, ça a en tout cas aucun impact pour le rendement. Juste un peu dommage pour le stock de graines qu'on a sur ces kénopodes. J'avais un peu peur par contre pour le broyage, parce qu'en fait du coup là je suis en train de broyer, d'effeuiller les betteraves, et je pensais que les kénopodes j'allais avoir du mal à les avoir, parce que c'est un broyeur à lanière, donc c'est pas très puissant, et le kénopode c'est une tige qui est quand même assez costaud, mais au final j'arrive à faire du bon boulot. Et ici du coup ça nous dégage bien la zone pour ensuite arracher. D'ailleurs, vous voyez du coup l'intérêt de mettre à 75, parce que des betteraves on pourrait mettre 4 lignes sur une planche comme ça, et moi j'ai préféré, donc je densifie sur le rang, et par contre j'en mets que 2 lignes au lieu de 4 pour pouvoir ensuite arracher avec l'arracheuse à pomme de terre. Et donc ce qui m'a décidé d'arracher aujourd'hui, c'est le calibre. Alors c'est vrai qu'on est un petit peu tôt, en septembre c'est un peu tôt, j'aime bien souvent arracher en octobre, voire début novembre, mais là bon, les conditions sont parfaites pour arracher, pour faire du bon boulot, les sols portent. Puis surtout le calibre il atteint. Est-ce que ça peut encore grossir? Et je veux pas que ça grossisse, parce que regarde, t'as déjà des gros bazars comme ça, et ça clairement en commercialisation c'est pas la peine. Alors c'est très bien pour la transformation, donc il y en a une bonne partie qui vont partir en transfo. Par contre moi ce que je vais rechercher pour la commercialisation en direct, ça va être des calibres comme ça, calibre moyen, qui rentrent bien dans une pomme de main, quoi. Voilà, tous les trucs comme ça, pas trop gros. Alors il y a encore des trop petits, ça c'est un peu trop petit, tu vois, mais majoritairement c'est des calibres moyens comme ça, donc c'est parfait pour la commercialisation. Et c'est ce qui me fait décider d'arracher maintenant, parce que si t'attends, t'auras que des bazars, et là ça n'a pas d'intérêt. Donc premier enseignement déjà pour l'année prochaine, c'est de semer plus tard, parce qu'en fait là je suis obligé de la récolter pour le calibre, donc l'idée ça aurait peut-être été de semer plus tard. Là on avait semé ça peut-être le 10 juin, donc plutôt attendre début juillet pour pouvoir décaler en fait la récolte, avoir ce calibre là, pas ici maintenant mi-septembre, mais l'avoir plutôt début octobre, quoi. Ça aurait été un petit peu mieux, parce qu'après on va parler de conservation des betteraves, et bon, on sait facilement conserver de la betterave pendant 6 à 8 mois on va dire. Après c'est un peu plus délicat, donc c'est vrai qu'au plus tard on récolte, au plus on décale du coup la période de conservation. Ça nous permet d'aller plus tard en saison. Alors du coup je vous présente les feuilleuses. Alors un truc très simple, ici la prise de force entraîne avec un renvoi d'angle la poulie là, qui entraîne du coup ces deux axes ici avec des lanières en c'est du caoutchouc, enfin du cuir, je sais pas quoi, ouais, du cuir. C'est bien usé d'ailleurs, mais bon, ça fait encore le taf pour ce qu'on a à faire. Et donc ça tourne à très grande vitesse, et ça vient taper les feuilles pour les broyer. Donc je vous montre ça en action. Hop là, plus de force, et c'est parti.
Bon, pour assurer le coup, enfin assurer un bon broyage, je refais un deuxième passage à l'envers. Pour les mauvaises herbes, c'est un peu mieux. Parce que le problème, c'est que s'il y a trop de végétation, les faneurs de l'arracheuse à patates va emporter les betteraves avec. Donc il faut que je coupe assez court quand même pour qu'ils passent à travers les faneurs. Et là au bout les gars ils sont en train d'enlever 3 mètres, les 3 premiers mètres de chaque ligne. Parce qu'avec l'arracheuse je vais pas savoir démarrer comme elle est assez longue. Et comme ici on travaille toujours sans fourrière, je suis obligé d'enlever le début des lignes pour savoir passer avec l'arracheuse. Allez, les 2 dernières lignes. À côté du poireau. J'ai le vent dans le dos, je prends toutes les pointes dans la tête. Bon, j'ai fini, mais là par contre, mon roulement il fume. Waouh! Ah, il est brouillant. Bouillant. À contrôler pour la prochaine fois. Ça sent pas bon ça. Bon allez, je nettoie vite fait la machine. Et on passe au cours. Ah aussi j'ai oublié de dire. Ce broyeur là, bon, ça va, ça fait le boulot pour des fans de légumes. Kenopod, voilà, c'est un peu dur à broyer, mais bon, ça pose pas de problème pour la machine. Par contre, si jamais vous avez du liseron, que ce soit du liseron annuel ou du liseron vivace, ça c'est même pas la peine. Ça s'enroule autour, c'est une catastrophe. Tu peux t'arrêter tous les 5 mètres pour aller débourrer. Alors en fonction de la densité de liseron que tu as, mais sinon, surtout pas quand tu as du liseron. C'est pas la peine. Donc ici on passe aux courges parce que du coup en fait je vais commencer à arracher par ici. Je suis en déporté, donc il faut que je roule là. Ça tombe bien puisque les courges, ça c'est les citrouilles d'Halloween. Elles sont à point, elles peuvent être enlevées. Alors ça c'est pas pour vendre maintenant parce que c'est uniquement la citrouille de décoration. Même si celle-là elle est comestible, mais bon c'est pas, on la prend pas pour son goût. C'est vraiment pour le côté visuel et pour les fêtes d'Halloween forcément. On va enlever tout ça. Mettre ça en palox. Après j'ai aussi des potirons qui sont bons, on va les voir. Citrouille Halloween j'en ai mis pas mal parce que l'année dernière j'en avais manqué. Ça se vend super bien. Là des potirons aussi. J'en ai mis moins, c'est parce qu'en fait moi je préfère les musquets de Provence. Comme j'avais dit, j'avais mis 50 pieds seulement. C'est pareil, ça produit tout seul. Et ils sont largement au stade d'être récoltés. Après surtout un peu plus de musquets de Provence ici. Et qui eux sont un peu plus tardifs. C'est pas pour tout de suite encore. Là les potimarrons qu'on avait déjà récoltés. On a fini, vous avez vu sur le chariot. Ensuite on pourra attaquer les butternuts aussi. Ça sera pas aujourd'hui. Là, je ne pense pas. Et après je vais vous montrer un truc qui m'a légèrement fâché. Ah oui, avant ça il y a encore les courges spaghetti ici. D'ailleurs qu'on pourra commencer à récolter aussi. De toute façon au 15 septembre généralement les courges, quasiment tout qui est bon. Et ce qui m'a un peu fâché, beaucoup fâché même, c'est sur cette zone ici. On est près de la route. Et il n'y a plus de courges. Bon, à part les Halloween là qu'ils n'ont pas pris. Mais je me suis fait voler en fait. Ici, allez, il y a peut-être 50 mètres carrés, 35, 40 mètres carrés de courges.
Il y avait des potimarrons qui sont tous partis. D'ailleurs je l'ai vu, enfin j'ai la preuve parce que, regardez. Ces gens qui savent pas couper des courges, ils prennent ça, ils enlèvent le pédoncule. Nous on coupe en fait. On coupe ici. On fait jamais ça. Regarde ici, là aussi. Alors, en fait il n'y a plus rien, donc alors que si c'était plein de courges, les Halloween ils n'ont pas pris. Et ici j'avais j'avais encore des butternuts aussi. Et surtout je suis dégoûté parce qu'en fait ici j'avais 3 pieds de courges géantes, dont une je l'avais vue une fois, j'étais passé sur le chemin ici et je l'avais vue de loin et qu'elle commençait vraiment à bien grossir. Il y avait je sais plus l'année dernière combien de kilos j'avais fait, mais j'espérais surtout avec l'année humide qu'on avait d'atteindre 80 kilos, quelque chose comme ça quoi. Et elles ont disparu. Voilà. Donc la loose hein. Donc tu vois, je suis pas vraiment fâché, j'ai plus pitié pour les gens qui ont fait ça. Parce que franchement, faut pas avoir de valeur, faut pas avoir de principe pour venir dans un champ comme ça récolter les courges. Tu penses que c'est open bar, enfin je sais pas, ils croient qu'on produit, que ça nous coûte rien en fait. Donc c'est vraiment c'est du vol quoi. Ça peut être une culture que tu prends dans un champ, je sais pas, c'est peut-être pas pareil pour tout le monde, mais en tout cas je vous le dis, c'est du vol. Alors là, comme je dis, faut vraiment avoir ni principe ni valeur pour faire ce genre de choses. Et pour moi je dis, quand t'as pas de principe et que t'as pas de valeur, bah en fait t'es rien, t'es qu'une merde. Regarde ça ici. Bah voilà ma courge géante. Non mais sérieux. Donc ils l'ont même pas pris, ils l'ont foutu au fossé. Putain, en plus t'as vu le potentiel qu'elle avait? Elle est énorme, je suis sûr elle aurait pu faire les 100 kilos. Donc en plus ouais, c'est même pas pour dire de bouffer, c'est du sabotage quoi. Merveilleux. C'est encore pire. On a déjà un peu de fait, ça revient avec des courges comme ça. On va avoir un petit paquet hein. Il y aura vite 5-6 palottes je pense hein. Ah, tant mieux, c'est que ça crache. Super. Donc, je vais ramasser ici les premières caisses de betterave pour charger mon bac à fond. Et après je ramène ça à la ferme et j'attelle le lève-palette à l'arrière pour pouvoir prendre 2 palox. Allez, on change d'attelage, on prend le transpalette, comme ça, un palox à l'avant, un palox à l'arrière, et puis c'est parti, on va attaquer. On va faire un peu plus de courges que ce que j'ai prévu. Je pense que je vais essayer de tout ramasser, du moins potiron, Halloween, et on va essayer de faire les butternuts aussi. Allez, nous y revoilà, je passe en super lente. Allez, deuxième. Ah bah les gars ils sont là, ils vont venir m'aider, donc on pourra mettre troisième facile. Voilà. Ça c'est l'option indispensable pour un maraîcher, la super lente. Qui permet d'avancer à des vitesses, là je suis à 0,24, mais regarde, si je vais au minimum par exemple en première, je peux descendre à 0,14 km/h. C'est clairement indispensable, option indispensable pour le maraîchage. Allez, encore 2 de fait. Il y en a un paquet cette année. Ça a bien marché. En plus les conditions là sont idéales. Il fait beau, il fait assez chaud. Surtout il y a un peu de vent, il y a de l'air. Donc le feuillage a bien séché. C'est bien de rentrer des courges à peu près sèches. À cette époque-ci ça commence à être difficile. Surtout après il faudra bien sécher, bien chauffer les courges sous serre. Ça conserve après celles-là. Elles ont jusqu'au 1er novembre, hein, forcément, jusqu'à Halloween. Et après, normalement, elles auront fait le taf. Voilà, 6e et dernier palox de courge Halloween. Et après, on va commencer les potirons classiques, potirons rouges. Sont de différentes couleurs, je ne sais pas pourquoi c'est si hétérogène, pourtant au niveau du pédoncule ici on est bon à récolter. Par contre c'est vrai qu'en couleur là tu vois c'est pas par rapport à celui-là, c'est censé être la même variété.
Je ne sais pas pourquoi. Bref, c'est un détail puisque de toute façon ce potiron-là, je compte pas là-dessus très longtemps. On va vite basculer après, comme je l'avais dit tout à l'heure, sur les musquets de Provence. Mais ça, c'est pas pour aujourd'hui. Ils doivent encore colorer et devenir un peu marron. D'ailleurs, c'est des très belles courges. Elles sont pas très belles là. Elles sont bleues, bleu-verte comme ça. Là, c'est pas très beau. Mais après, quand ça mûrit, ça se dore en fait. Ça devient marron et c'est vraiment joli. Allez, on termine ici avec les butternuts. Il y a déjà un palox qui est plein derrière. Et ça, c'est clairement mes courges préférées. C'est tellement bon, vous prenez ça en soupe ou... Enfin en fait il y a plein de façons de la cuisiner ce truc là. Et ça clairement c'est la courge par excellence. Et franchement tu vois, j'avais dit qu'il n'y avait pas beaucoup de rendement. Et au final bah, je suis plutôt content. Là en fait on a fait une percée au milieu du champ. Parce qu'en fait le truc c'est que bon, la végétation elle commence à se tasser, mais pas encore assez pour qu'on voit vraiment bien clair sur tout ce qui est mûr et ce qui ne l'est pas. À première vue on a à peu près 80-90% qui est mûr. Tu vois, t'en as encore des comme ça où là c'est encore trop vert, tu vois que c'est pas mûr. Par contre la majorité, quand la peau elle devient brune comme ça, elle se fonce, là ça veut dire que c'est bon. Et par contre on peut pas, contrairement au potimarron, potiron, on peut pas se fier au pédoncule. Il reste toujours assez vert, on peut pas vraiment regarder là-dessus pour définir la maturité. Donc c'est vraiment le changement de couleur, passer de ce clair un peu vert là à une couleur un peu plus foncée, brune. Là tu sais que c'est bon. Et contrairement aux autres courges où j'y vais au couteau, celle-là au couteau c'est trop dur. Ça c'est beaucoup trop dur ici le pédoncule, donc on les casse et ça va super bien aussi. Alors je sais pas si c'est vraiment recommandé d'un point de vue conservation pour la cicatrisation du pédoncule, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus aisé de casser le pédoncule plutôt que de le couper. Bon allez, malheureusement je peux pas vous montrer en action parce que j'ai besoin de mes deux mains pour ramasser les courges. Tiens, je prends 2 minutes là pour regarder un petit peu le paysage et prendre un peu de hauteur, et je me dis que franchement un automne, les étés indiens comme ça, c'est la meilleure période. Quand tu as un automne comme ça doux et ensoleillé, c'est ce qu'on peut espérer de plus pour l'agriculture du Nord, en tout cas celle où l'agriculture qui cultive beaucoup de produits d'automne, à savoir les courges, les betteraves, les céleris, enfin beaucoup de légumes en fait en automne, et puis les pommes de terre. Il y a quand même pas mal de choses. Donc c'est vrai que nous dans le Nord on a tout à gagner à avoir un automne assez sec et doux. Et franchement c'est hyper agréable. Et donc là ici pour la conservation, ces butternuts là c'est les premiers que je récolte, et pour autant ce sont certainement les derniers que je vais consommer. Je vais les conserver le plus longtemps en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait dans le domaine des denrées périssables, on dit souvent on parle souvent du terme FIFO, first in, first out, première entrée, première sortie. Et pour les courges en fait c'est tout l'inverse. C'est pour ça que j'ai inventé le terme philo, first in, last out, première entrée, dernière sortie. Parce que souvent les premières courges que vous rentrez, c'est celles qui vont conserver le plus longtemps. Donc dans le domaine de la courge, c'est bien souvent ce qu'on fait. On vend en premier celles qu'on a ramassées en dernier. Allez, aujourd'hui on rattaque avec l'arrachage de betterave. L'arracheuse est attelée et j'ai mis la benne sur le Kubota. Je vous explique pourquoi on fait comme ça, plutôt que de mettre directement en palox. Donc on va mettre directement en benne. Pourquoi? Parce que petite innovation cette année, on va tester une nouvelle méthode de conservation. Enfin, c'est pas vraiment une nouvelle méthode de conservation puisque c'est plutôt une méthode ancestrale. Parce que jusqu'alors on était en conservation en palox. Donc on récoltait tout à l'automne comme maintenant, et on mettait en palox en frigo. Alors on a fait entre 2 et 4, après l'année dernière j'étais à 0, entre 0 et 1. Et bon là cette année j'en ai quand même pas mal. À mon avis il y aura une benne pleine, une benne de 8 tonnes complètement pleine. On va voir à peu près, on verra ce que ça donne, mais normalement ça doit être à peu près ça. Et si je mets tout en palox, ça me prendra des palox 500 kg, ça me prendra 16, voire jusqu'à 20 palox.
Donc autant dire que ça va prendre énormément de place dans mon frigo conteneur. Et j'ai peur que j'ai plus assez de place pour le reste. Donc du coup on va tester une méthode ancienne, du moins pour la majorité. Je vais faire quand même quelques palox, on verra bien ce que ça va donner en termes de quantité. Si par exemple j'ai plus qu'une benne, je mettrai le reste en palox. Mais dans l'idée en fait on a un gros tas de terre derrière un hangar. Ce qu'on va faire c'est qu'on va creuser, on va faire une tranchée en fait dans le tas de terre, dans lequel on va venir y balayer la benne. Ensuite au-dessus on mettra un lit de paille. Et ensuite on refermera avec un gros tas de terre dessus. Et ça nous permettra d'aller chercher au fur et à mesure pendant l'hiver les betteraves qu'on aura besoin pour la consommation à chaque fois de la semaine ou même du mois, pour encore faire peut-être un palox à chaque fois au coup. Alors je sais pas si en termes de conservation on pourra conserver plus longtemps que si on était en frigo. Après l'avantage de faire cette technique là, c'est qu'on a beaucoup moins de dessèchement, puisque sous terre forcément on garde en fait une humidité. Et puis surtout l'avantage de faire comme ça dans une cave de terre, on va dire, c'est d'avoir une stabilité de la température. Et puis la partie économique quoi, tu consommes pas de frigo, tu consommes pas de place pour stocker quand même un produit qui est assez basique. La betterave, on peut dire, c'est pas un produit hyper noble, il y a du rendement en faisant pas grand chose. Donc du coup voilà, je vais devoir tout prendre en marche arrière comme ici. Hop. Là je lève la machine pour voir mes roues en fait, c'est beaucoup plus facile à guider. Là je suis un peu exigu. Allez, je baisse la machine, je baisse le soc, j'ai activé le déport. Je vais déplier le bac. Et puis l'équipe va faire feu. Et je crois aussi que je vais réduire la profondeur, parce que comme on n'est pas sur des buts à pommes de terre et que les betteraves sont en surface, il n'y a pas d'intérêt. Par contre je vais conserver mon réglage, je vais conserver le nombre de tours que je fais pour qu'après quand on va retourner notre pomme de terre, je puisse trouver mon réglage. Bon là j'ai beaucoup de terre donc mais je vois que je creuse encore beaucoup de trop. C'est pas utile du tout, donc je vais bien relever encore. Bon bah déjà 2 lignes de fête et franchement ça déroule du câble. Ça va super bien. J'ai relevé le soc au max, du coup quasiment pas de terre. Sauf un peu au début et à la fin des lignes. Voilà, bon c'est parti. J'ai la 4ème ligne, ça va pas trop mal, il y a quelques petits réglages à faire. Mais franchement bon, il n'y a quasiment pas de terre. En haut il y a les parents ont enlevé un peu de terre, mais voilà. Pour les débuts et les fins de ligne, il y a toujours plus de terre. Et ben ça dégueule, hein. Ça dégueule de la betterave. Je ne veux pas aller trop vite, sinon ça charge trop en fait. Il faut que ça passe bien. Là, je suis à 1,5 km/h, j'ai essayé tout à l'heure, j'étais à 2,5, ça va. Il y a des bourrages, des fois et tout, donc voilà. On a sur les coups. Ouais, je pense que 1,8 km/h ça va être bien. Avec une bonne accélération. Les carreaux sont dégueulasses, on voit pas très bien. Bon, j'ai un petit souci avec mon déport. J'arrive bien à déporter par là, mais des fois j'arrive pas à déporter par là. Alors c'est un problème dans le boîtier au niveau du contacteur là. Mais
Dans l'idée, j'aimerais bien finir le chantier d'abord. Je le laisse déporter comme ça et je touche plus au déport. Donc ça demande juste un petit peu plus de vigilance au niveau de la conduite. Parce qu'en fait, quand tu n'es pas droit avec le déport, bah, tu as juste pour viser sur ta ligne. Donc là, j'utilise pas, donc je guide en manuel. Bon, deuxième bac de plein. On arrive à mettre 7 lignes. Il y a 28 lignes, donc cette fois 4, 28. 4 bacs. Après, bon, les lignes elles rallongent un peu. Je sais pas si je vais encore mettre 7 lignes. Surtout que là, on avait déjà récolté cette partie ici. J'avais pas dû ramasser. Donc, à mon avis, ça va être environ 7 lignes. Enfin, 6 lignes, pardon. Donc, 4 bacs bien pleins. Et de mémoire, dans la benne, j'ai semé 4 bacs bien pleins. Normalement, tout devrait rentrer. Une benne pleine à craquer. Bon, là l'idée c'est que la benne est archi pleine, mais je pense encore pouvoir y mettre une ligne. Pourquoi je vais forcer? Parce qu'il me reste 3, 4, 5, 6, 7 lignes. Et 7 lignes je sais pas les mettre. Donc je vais essayer de mettre la dernière ligne comme ça. Après j'aurai plus qu'à mettre 6 lignes sur la machine que je vais laisser au champ avec des palox pour vider la machine. Bon, du coup, pour finir, ce qu'on va faire, c'est que pour simplifier, je vais replier le bac et on reviendra à plein, mais il faudra quand même revenir parce que 6 lignes, il faut savoir en mettre 3 et 3 replier. Et comme ça, on mettra directement en palox à la fin. Le remplissage de la benne ici. Inoxtag il a monté l'Everest et moi j'ai monté mon tas de betteraves. Qui a le plus de mérite? Bon là ça va être serré hein. Faut pas plus plein. Allez, on met tout ça dans les palox. C'était la dernière ligne des betteraves rouges.
expéditif n'empêche. Hein. Dire qu'avant on faisait tout ça à la main. On alignait avec la ligneuse à pommes de terre, vous avez déjà vu dans les précédentes vidéos. Et on ramassait tout à la main pour mettre en palo. Bon, forcément on en faisait moins. Mais n'empêche que en termes de temps passé, ça n'a rien à voir. Et c'est tant mieux. Bon, les dernières étapes, ça se passera ici. Puisqu'en fait on va faire notre silo de betterave là-dedans. Ça en fait c'est toute la terre de la mare qu'on avait agrandie. On a fait une extension de la mare là. Et on a mis toute la terre là-dessus parce que les champs n'étaient pas disponibles pour mettre la terre, enfin étaler la terre. D'ailleurs je sais pas encore sur quel champ on va l'étaler. On espérait le faire peut-être après le maïs si on était dans des bonnes conditions. Dans une partie très basse. Puisque j'aime pas étaler ça dans des bonnes parcelles. C'est quand même après c'est de la terre un peu inerte, de mare. Enfin voilà, c'est toujours un peu compliqué la terre de remblai pour cultiver après dessus. Et donc bref, en attendant ce qu'on va faire c'est que bon déjà ici on va débarrasser tous les arceaux parce qu'il y a des arceaux de serre, de frais, etc. Des arceaux des tunnels qui avaient subi une nice. Il y a les deux premiers tunnels qui sont là-bas de l'autre côté. Ils étaient complètement aplatis par la tempête il y a 2 ans. Et du coup ça c'est encore les pignons de ces serres là. Donc on va dégager tout ça, on va tirer au propre. Et en fait on va creuser une galerie dans le tas de terre pour faire notre silo de betterave. Allez, on commence par prendre tous les arceaux. Ce sera pour les tunnels fraisiers l'année prochaine ça. Tout d'un coup, impeccable. Bon, le père il a fini de creuser son trou. Donc on va aller voir ce que ça donne pour y balayer la benne de betterave. Bon, voilà le trou qui a été creusé. Avec une légère pente. Si jamais il y aura un excès d'eau, bah naturellement ça peut couler vers là-bas. Bon, ça devrait le faire en termes de volume je pense. Vas-y, avance! Avance! Donc ici dans la grange on a encore de la vieille paille de poids qui ne nous sert plus à rien. Même cette paille elle m'a valu une colique sur mon cheval parce qu'il en avait trop bouffé. Et donc je viens couper les cornes et puis j'irai balayer ça devant le tas. Et après on va mâcher ça avec la fourche du tracteur et puis l'étaler sur le tas. Voilà, c'est la conclusion de cette vidéo. L'occasion de vous montrer le silo de betterave qui est terminé. Donc réalisation made in mon père qui a fait ça aux petits oignons avec une petite couche de paille bien étalée et puis un petit dôme en terre. Il y a quoi? Il y a peut-être 20 cm de terre là-dessus. Il a même mis la petite cheminée pour que le tas puisse respirer. Alors je sais pas si c'est utile ou pas, mais bref.
tout cas, maintenant, on ne pourra juger que si c'est du bon travail que dans quelques mois, puisque c'est à ce moment-là qu'on saura, allez, si on arrive à les conserver jusque mars, comme ça, on pourra dire que c'est une super solution, super économique, parce que ça coûte rien, ça coûte pas d'électricité pour refroidir avec les frigos, ça prend pas de place. Donc si ça marche, franchement, c'est super. Maintenant, rendez-vous du coup en mars, ou peut-être avant, hein, peut-être que ce sera complètement... ça va pas conserver bien avant, et du coup je vous le dirai. Mais bon, je regarde Espoir. En attendant, j'ai plein de choses à vous montrer dans plein de vidéos. Il me faut juste un peu de temps pour les réaliser, les monter. C'est vrai que c'est pas rien de le faire. Mais bon, c'est toujours avec plaisir. Et c'est toujours aussi vos retours qui me motivent pour à chaque fois continuer à agrémenter la chaîne. Donc je vous remercie pour ça. Continuez à commenter, continuez à liker et surtout continuez à vous abonner, parce que ça c'est la principale motivation. C'est le groupe qui fait la force de la chaîne et qui donne envie de continuer à fond. Allez, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures à Nostoké.